Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans notre nouveau studio. C'est Smart Tech qui démarre. Aujourd'hui, on a un rendez-vous avec l'intelligence artificielle, un grand rendez-vous. On va parler notamment de cette nouvelle IA vocale révolutionnaire qui est lancée par le laboratoire de recherche QTI, laboratoire français, je le rappelle. On va parler aussi de la mission Café IA ou encore du Conseil national du numérique qui devient le Conseil IA et numérique. Qu'est-ce que ça change? On va voir ça avec son secrétaire général. On parlera aussi de ChatGPT, comment faire autrement, mais avec un prisme nouveau, puisqu'on va s'intéresser à une étude qui nous parle de sa force de persuasion, comment les IA génératives peuvent nous faire changer d'avis. Dans cette édition, également une chronique sur l'économie numérique après la grand-messe Vivatech. Mais d'abord, 3 questions sur le dataïsme. C'est tout de suite l'interview. Bienvenue dans le dataïsme. C'est un livre écrit par Laurent Darmon, publié aux éditions Rémanence. Laurent Darmon, docteur en sciences de l'information et de la communication, directeur de l'innovation du Crédit Agricole. Vous êtes le fondateur de la Fabrique by CA, qui est un start-up studio. Et ce livre, vous le portez à titre tout à fait personnel. C'est, vous dites, la réflexion d'un simple citoyen, enfin quand même, qui est quand même bien immergé dans ce monde de l'innovation, Laurent. Voilà, et c'est votre regard sur cette société à l'heure des algorithmes. Est-ce que vous diriez qu'on est à la fin de quelque chose dans le secteur de l'innovation, des technologies, la fin de peut-être votre enthousiasme sur l'innovation? Bonjour. Alors, à la fin ou au début aussi. Donc, à la fin peut-être d'un mouvement qui nous a porté depuis quand même quelques centaines d'années. Il y a eu le moment religieux où on croyait à une immanence pour expliquer le monde. Il y a eu le moment humaniste pour nous expliquer le monde grâce à la science. Et aujourd'hui, il y a une foi dans la data qui a commencé quand même à la fin, au tournant du siècle dernier. Un peu de désillusion peut-être du XXe siècle, de cette foi qu'on avait. La télévision nous a apporté des images qui montraient le monde tel qu'il est. Et puis à côté, la data de plus en plus accessible, et tout devient data, l'être humain étant lui-même un être biochimique, un algorithme biochimique. La question s'est posée, est-ce qu'on ne peut pas, avec toutes ces données, faire une optimisation mathématique, statistique? Et c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui, de cette efficience par l'optimisation. D'accord, mais c'est plutôt quand même un livre technocritique, ou je me trompe? Alors, c'est un monde qui prend le monde tel qu'il est, d'abord. Donc, il ne s'agit pas de dire avec un brin de nostalgie comment on revient au monde d'avant. Il ne s'agit pas de rentrer dans un déclinisme. Il ne s'agit pas d'être technophile et d'embrasser les amoureux de la tech. Il s'agit de dire le monde, maintenant, est un monde dataïste. Et donc, Oui. à partir de On est là, dans le traitement de la donnée, en on est dedans. permanence. Donc, comment on fait société à partir de là et quel monde on veut? Et plutôt que de se laisser porter par des grandes tendances, on a sans doute à dire comment notre société et les choix politiques qu'on fait viennent dans le monde de la data. Est-ce Quelques qu'il y exemples. a toujours une place pour l'humain? Il y a toujours une place pour l'humain, déjà pour définir ce qu'on veut. Par exemple, la liberté d'expression, définissons-la. Les règles sur le harcèlement. On a vu récemment les règles sur la pornographie. En tout cas, on avait des règles dans le monde physique traditionnel. Dans ce monde dataïste, comment on les porte? Quelles règles seront apportées par les algorithmes qui créent des biais, biais de confirmation, biais avec des bulles cognitives? Et donc, on a à reprendre notre destin en main. Et alors, parce que le sous-titre, c'est Nouvelle économie, nouvelle politique, nouvelle société. Aussi, ce qu'il faut entendre, j'ai l'impression, c'est que ce n'est pas une simple transposition, en fait, du monde réel vers le monde virtuel. On ne va pas simplement transposer l'économie réelle dans l'économie virtuelle. Il y a de nouvelles donnes, notamment dans les domaines de l'économie. C'est les GAFAM aujourd'hui, qui sont les maîtres du jeu. Exactement, on a deux grands changements. Un, sur l'économie, on a eu l'habitude d'avoir une économie décentralisée avec, dans le modèle libéral, le fait de dire on cherche des des optimums locaux par chaque agent, et ça doit créer un optimum pour l'ensemble de la société. Tout ça est remis en cause parce que aujourd'hui, la data est centralisatrice, et donc on voit émerger des grands orchestrateurs qui permettent d'agréger l'ensemble des offres et d'orienter la demande. Et donc on va dans un monde plutôt centralisé en économie. Et on observe dans la société exactement le mouvement inverse. D'individualisation à outrance. Et surtout, on avait pour nous orienter des gatekeepers. Les gatekeepers, c'est ceux qui filtraient l'information pour nous, les journalistes, les politiques, les syndicats, toutes ces populations un peu éclairées et qui avaient cette capacité de le faire. Alors maintenant, les gatekeepers, ils sont plutôt dénoncés au niveau de la Commission européenne. Ce sont ces grandes plateformes numériques.
Exactement, on a des plateformes qui jouent un rôle, dit-on, d'hébergeur, mais qui en fait permettent à cette information de circuler. La question qui est posée par le débat, c'est est-ce qu'elle circule vraiment librement ou est-ce qu'elle est orientée? Et elle est déjà orientée par le choix économique, c'est-à-dire une information qui a plus de valeur, qui aura plus de succès, circule mieux. Et quelquefois, ce sont plutôt les informations vraisemblables que les informations véridiques qui circulent plus rapidement. Alors, vous parlez d'un risque de glisser vers un anti-humanisme radical. À quoi Vous ça voyez, ressemblerait? alors, à partir du moment où on commence à abandonner la raison au profit de cette logique algorithmique, on peut pousser les choses très très loin. Je vais donner deux exemples d'innovations entre guillemets qui émergent aujourd'hui. On commence à avoir des réseaux sociaux où en fait l'interaction sociale, quand même, dans le réseau social avec les autres est remplacée par des agents qui conversent avec nous. Oui. L'humain est même retiré de nos relations humaines. Et on voit même des sites de dating qui eux-mêmes organisent à partir de nos historiques quelle est la personne la plus adaptée pour nous. Donc on utilise juste cette data et on commence à enlever de plus en plus l'humain et la raison. Donc, dans ce livre, vraiment, on décrypte dans quelle société on vit, ce qui a radicalement changé. Mais vous terminez avec l'heure des choix. Exactement, c'est là où il faut arriver. C'est-à-dire, il faut reprendre un peu notre destin en main pour se dire quelle société on veut. Et j'évoque en tirant quelques scénarios de prospective des futurs possibles, et c'est par des raisonnements par l'absurde ce que j'amène à nous dire quel est le scénario qu'on veut privilégier. Merci beaucoup. Donc, j'invite justement à le lire pour faire les bons choix. Laurent Darmon, vous êtes l'auteur donc de Bienvenue dans le dataïsme, paru chez Rémanence. Merci encore. Nous, on a justement un grand rendez-vous avec l'intelligence artificielle. Dans le grand rendez-vous de l'IA de Smartech, aujourd'hui, je reçois Jean Catan, secrétaire général du CNUM, le Conseil national du numérique, qui vient d'être rebaptisé Conseil de l'intelligence artificielle et du numérique. Bienvenue, Jean. Ouais. Patrick Pérez également avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour. Directeur du laboratoire de recherche QTAI. Eh bien, vous faites l'actualité tous les deux, c'est pour ça que je vous ai conviés. On va commencer avec QTAI. QTAI qui a dévoilé Unmute, une nouvelle IA vocale, je dois dire assez spectaculaire. Donc moi, je me suis amusée avec, pas plus tard qu'hier, et j'ai reconnu la voix d'un des fondateurs du laboratoire, donc évidemment synthétisée. Pour répondre à mes questions, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment cette interaction vocale était fluide ou non, la comparaison avec Moshi, qui est un peu son prédécesseur. Et d'ailleurs, j'ai demandé à Unmute, mais quel rapport entre Unmute et Moshi? Et la réponse a été que Moshi, c'était un prototype. Alors, est-ce que l'IA a bien répondu, Patrick Pérez? Oui, alors j'espère qu'elle a dit plus de choses. Mais les deux sont des prototypes qui concernent dans les deux cas de l'IA vocale, donc de l'interaction vocale avec une intelligence artificielle. Mais c'est deux façons un petit peu différentes d'explorer un problème qui est celui de la fluidité, de la rapidité, de la pertinence de l'échange et du réalisme. Et en l'occurrence, donc Unmute qu'on a sorti il y a peut-être un mois, c'est une exploration d'une technologie modulaire qui permet à partir de n'importe quel chatbot textuel, de l'équiper avec des modules justement qu'on propose et qu'on va commencer à partager incessamment, de l'équiper donc d'une interface vocale très fluide. Donc on peut lui parler et l'IA répond avec sa voix et on peut même spécifier sa voix, etc. Donc ça impose des tours de parole contrairement à Moshi, mais néanmoins on a réussi à descendre la latence de façon importante, en dessous de la seconde, ce qui permet d'avoir quand même... Parce que pour Moshi, il n'y avait pas du tout d'interface textuelle. Alors, c'est ça? Alors, dans Moshi... En tout cas, Moshi, juste pour rappeler juste, ce qui était spectaculaire, effectivement, c'était le temps de latence pratiquement de 0. Et on a même dit, en fait, Moshi est trop rapide à répondre à nos questions parce qu'elle n'attend pas qu'on ait terminé notre phrase pour nous répondre. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. On peut mener une conversation tout à fait fluide et normale avec cette IA. On sent qu'elle prend le temps d'écouter nos temps de respiration. Ouais. Et de bien s'assurer qu'on a terminé notre phrase et elle enchaîne tout naturellement. Alors, qu'est-ce qui change technologiquement derrière, dans la machine, entre les deux? Dans le cas de Moshi, donc on a sorti il y a un an, effectivement, il n'y a pas de passage explicite par le texte. C'est-à-dire ce qu'on appelle des technologies voix-voix. Ouais. Donc, ce que dit l'utilisateur en particulier n'est pas transcrit textuellement, donc ça va plus vite. Ça permet aussi justement au modèle de pouvoir interrompre même l'utilisateur et d'être interrompu, là où Unmute fonctionne par ce qu'on appelle en cascade.
ce que dit l'utilisateur est transcrit en texte, le texte passe dans un chatbot textuel et la réponse de ce chatbot est synthétisée vocalement. Donc C'est un modèle finalement plus classique qu'on retrouve chez les autres chatbots. Alors absolument plus classique, mais ce qui nous importe, c'est que les deux briques d'entrée et de sortie, c'est nous qui les proposons, donc elles sont en open source très bientôt. Elles sont extrêmement rapides en temps réel. En particulier, la partie transcription est très rapide et très précise et très robuste. La partie synthèse qui donne sa voix à l'IA, elle est effectivement très rapide, mais elle peut démarrer avant que le texte soit fini. Ouais. Donc, la synthèse vocale démarre avant même que la partie textuelle soit finie, et ça permet d'avoir cette rapidité malgré l'aspect cascadé. Et la dernière chose, effet temps réel en fait. Ouais. Et la dernière chose, c'est que la partie textuelle, en fait, on peut la remplacer vraiment en fonction des cas d'usage, etc. Donc il y a une très grande modularité, ce qui permet donc beaucoup de versatilité dans l'application de la technologie. Donc c'est des technologies complémentaires. Accessoirement, Unmute aussi hérite d'un certain nombre d'avancées technologiques qu'on a dû développer pour Moshi. Comment vous regardez ces évolutions des chatbots vocaux? Parce que ça transforme totalement la manière dont on adresse aujourd'hui le numérique, la recherche, les outils du net. Oui, avec beaucoup d'intérêt, et notamment du point de vue des cafés IA aussi. Quand on organise ces temps d'échange entre citoyens et que, par exemple, la ministre elle-même pose la question de savoir est-ce que vous utilisez une IA donnée, et qu'on a des retours dans la pièce des utilisateurs ou non de ces outils-là, la question du langage, de la capacité à s'exprimer, de la capacité à corriger aussi tout type de problème d'élocution ou autre que l'on pourrait avoir, est vraiment un des sujets prioritaires qui ressort. Et ça, c'est absolument prodigieux. Je veux dire qu'on pense aux personnes en situation de handicap ou aux personnes qui se sentent et qui sont dans des situations de discrimination pour X motifs liés à l'expression langagière. Je pense que là, on est sur quelque chose de très intéressant, à condition évidemment d'associer ces outils-là à toutes les exigences du dialogue, de aussi la prise en compte des problèmes des uns et des autres, éventuellement des enjeux qui pourraient en ressortir. On évoquait la question donc de la transcription de sa propre voix. C'est vrai que quand on fait l'exercice, c'est toujours très perturbant, quoi. Donc vraiment, il y a là tout un travail sociétal à aborder, et c'est un débat qui dépasse largement l'IA. C'est finalement la question de la relation à la source informationnelle. Comment est-ce qu'on crée un écosystème de confiance? Ça pose la question de la responsabilité aussi de la technologie. Quand vous êtes à l'origine comme ça de briques qui peuvent transformer complètement la manière dont on va interagir demain entre humains et entre machines et humains, peut-être de manière totalement indifférenciée, vous posez cette question de la manière dont ces briques technologiques que vous allez mettre en open source vont être utilisées par qui? Bien sûr. Alors évidemment, une des beautés et un des défis de l'open source, c'est qu'une fois qu'il est en open source, il est accessible à tout le monde de façon indifférenciée. En revanche, un élément de réponse parmi d'autres, quand on ouvre en ligne des démos telles que Unmute ou comme on l'avait fait avec Moshi, il y a certains éléments qui ne sont pas nécessairement ensuite dans les modèles qui sont open sourcés pour des raisons liées à la... Vous pensez à quoi? Ça peut être la voix, dans le cas de Moshi, la voix de la démo en ligne n'est pas celle qu'il y a dans les modèles qui sont open sourcés, parce que dans la démo en ligne, c'est vraiment la voix de quelqu'un, d'une artiste qui a fait le travail avec nous et pour la démo. Et une fois qu'on a open sourcé, on a mis d'autres voix plus synthétiques pour cette raison-là. C'est un exemple parmi d'autres. Donc on fait attention. Ensuite, nous, on est évidemment intéressés aussi, comme il a été dit, à regarder les usages vertueux ou à impact positif sur la société de nos technologies. Et puis une dernière chose, c'est que faire de la pédagogie, faire de la vulgarisation contribue aussi, je crois vraiment très fort, à alerter les gens et sans doute à être plus collectivement en capacité de réduire les mauvais usages. Ah bah oui, parce que moi, quand j'ai eu cette conversation hier avec Unmute, c'était vraiment très agréable déjà comme conversation. J'ai un peu challengé sur le français d'ailleurs. Et donc Unmute est capable de très bien s'exprimer en français, mais elle n'ose pas le faire à cause de son accent. C'est l'impression qu'elle m'a donnée. Et donc à un moment, on se dit, c'est bien parce que ça m'alerte
sur la capacité de ces IA demain, peut-être à m'influencer, peut-être à me tromper sur leur identité. Et je vous parle de ça pour faire un lien avec notre prochain sujet que je voulais aborder. C'est une étude des universitaires qui ont regardé comment ChatGPT pouvait ou non finalement nous faire changer d'avis. Alors, c'est quand même, le résultat est assez perturbant. Je pense que vous l'avez regardé aussi, cette étude qui est parue dans la revue scientifique Nature. Donc, ce sont des enseignants de l'École polytechnique fédérale de Lausanne et de l'Université de Princeton aux États-Unis. Et en fait, ils ont fait débattre 900 personnes humaines avec des IA ou pas, avec d'autres humains. Et résultat, en fait, le LLM est beaucoup plus convaincant qu'un humain et est capable de nous faire changer d'avis assez facilement. En fait, il est plus convaincant que l'humain dans 64% des cas quand même. C'est un résultat d'ailleurs, c'est une étude très intéressante parce qu'elle vient dans la succession d'une autre étude qui avait fait cette même expérience auprès de personnes que l'on abordait dans ce cadre-là. C'est vraiment le cadre de la recherche qui a été fait de personnes susceptibles de croire en ce qu'on identifie comme des complots. Et donc là, on voyait que le LLM était plus efficace pour dénouer les ressorts du complot perçu comme tel que l'être humain. Et donc là, il y a beaucoup d'enjeux en fait. C'est du coup, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on met dans la relation interindividuelle. Déjà, ça offre ce questionnement réflexif. C'est-à-dire qu'en fait, on se fait moyennement confiance et qu'on est plus irritant pour l'autre qu'une machine. Déjà, c'est intéressant à explorer. Et ensuite, il y a aussi la question de savoir comment est-ce que l'agent conversationnel crée aussi cette bulle de confiance dans laquelle on peut se livrer corps et âme jusqu'à se dédire soi-même. Et ça, c'est assez intéressant, mais c'est aussi questionnant d'un certain point de vue, puisque ça veut dire que cette relation de proximité, finalement, avec l'agent conversationnel, peut-être nous délie de cet esprit critique que l'on pourrait avoir vis-à-vis de l'autre, justement, peut-être parce qu'il est irritant, et on se dit, tiens, en fait, qu'est-ce qui ne va pas dans ce qu'il me dit Et que là, on s'abandonne un petit peu. Donc, en fait, on est presque face à soi-même. Alors, c'est ce sentiment qui peut naître. Oui, on lâche quelque chose. On lâche quelque chose. Et alors, d'un certain côté, c'est très bien si on veut poser des questions que, par exemple, un élève n'oserait pas poser dans une salle de classe. Ça, c'est déjà quelque chose que l'on observait dans les commentaires sous les vidéos d'apprentissage sur YouTube et autres. C'est l'apprentissage par la bande, comme le disait la regrettée Dominique Pasquier. C'est de se dire que finalement, on va peut-être oser poser des questions qu'on ne pose pas dans la salle de classe. Donc, il y a ça. Il y a bien sûr l'attention qu'il faut porter à la réponse offerte, ça c'est évident, mais il y a aussi le fait qu'on lâche peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la vigilance, du contrôle et finalement de la construction collective qui se fait aussi, il faut l'accepter, dans la friction, dans une interaction un petit peu plus rugueuse. 82% de chances supplémentaires à parvenir à nous faire changer d'avis sur notre point de vue initial sur un thème à partir du moment où cette IA en plus possède des informations plus personnelles sur nous, plus sociales. Donc on voit en fait la manière aussi dont ça peut être utilisé pour la manipulation. Ça pose aussi toute la question des données d'entraînement et jusqu'où on entraîne une IA à développer des arguments, sur quel type de sujet. Ça aujourd'hui, ce sont des thématiques que vous abordez ou pas du tout parce que vous restez dans le champ de la recherche technologique? Alors, pas vraiment, même si ça m'inspire évidemment des réflexions. Alors, pour avoir regardé rapidement l'article, à quel point l'accès à des informations personnelles sur l'utilisateur augmente les chances de persuasion. Oui. Moi, j'ai lu quelque chose de différent dans le résumé qui dit que les résultats ne sont pas si significatifs. En fait, ils s'aperçoivent que même sans cette personnalisation, de toute façon, l'IA est prompte à nous faire changer d'avis. Mais disons qu'elle affine davantage, elle donne de plus en plus de chances de persuasion à son IA si elle a les infos sur la personne à qui elle s'adresse. En effet, c'est pas surprenant, puisque c'est vrai dans la relation humaine, etc. Mais ça vient d'être dit aussi à nouveau, l'interaction avec des machines peut aussi, quand on sait que c'est des machines en particulier, peut conduire à une forme de moindre autocensure, etc. Mais avec tout un tas de cas d'usage qui sont plutôt bénéfiques. Celui de l'enseignement pour certains élèves ou certaines personnes qui seraient vraiment bloquées face à un professeur, etc. Donc, je pense qu'il peut y avoir vraiment des vertus. Une question qui est vraiment compliquée avec ces outils, c'est leur polyvalence. Un même outil est utilisé de façon complètement transversale pour toutes sortes d'usages, dont certains sont parfaitement bénéfiques ou vertueux et d'autres pas du tout. Donc c'est vrai d'à peu près tous les modèles d'IA généralistes, que ce soit créer des images, créer du texte, interagir avec un humain. Donc on revient toujours à ces questions-là. Mais pour ce qui est des données, puisque c'était aussi la question, il faut quand même distinguer les données qui sont effectivement utilisées pour entraîner les IA
et celles auxquelles l'IA a accès au moment où elle est utilisée, ce qui ne sont pas tout à fait la même chose. Et je pense que parfois il y a une confusion, mais effectivement, si on a plus d'informations sur la personne, c'est aussi une façon d'être plus pertinent, d'être plus utile ou plus persuasif. Alors, c'est vrai que ce que vous dites, Patrick, c'est très important. C'est la question finalement de l'usage, le cas d'usage. Alors, ce Conseil national du numérique qui est renommé en Conseil IA et numérique, il va s'intéresser au cas d'usage? Oui, je pense en fait, ce qui a été annoncé est que ce conseil donc travaillerait en groupe de travail thématique. Et donc, on peut parier, même si je suis assez mauvais au poker, que finalement, cette question de l'adoption, de l'appropriation, que ce soit dans l'environnement professionnel ou dans l'environnement sociétal au sens le plus large, sera sur la table, c'est sûr. Et c'est aussi, je pense, cette question de l'accompagnement des usages, précisément, qui existe d'ores et déjà, qui fait que l'institution a été assez logiquement renommée. Il est très difficile aujourd'hui de parler de notre relation à la technologie sans parler d'IA. Et donc, appelons un chat, et mettons ce sujet sur la table. On a quand même gardé IA et numérique. Ça veut dire qu'il n'y aura pas quand même que de l'IA dans vos sujets. Voilà, donc il y a toujours cette question, évidemment. L'IA, c'est du numérique. Le numérique est imprégné d'IA aujourd'hui. C'est justement, il y a un sens dans tout ça et un message qui est porté. C'est de se dire précisément, comme vous venez de le dire, que oui, il y a ces questions relatives à l'IA sans pour autant abandonner toutes les priorités politiques qui peuvent exister au sein de la population. Et alors justement, on parle de priorité politique parce que le CNUM, c'est un organe indépendant du politique. Est-ce que là, il va y avoir des choses qui vont changer du fait d'un rattachement? Le rattachement a toujours été existant, ça, il est dans le décret aujourd'hui qui date de 2017 même, et puis dans les précédentes versions. Et c'est un rattachement à une ministre déléguée à l'IA et au numérique, d'où aussi la correspondance de nom. Oui. Son fonctionnement est totalement indépendant, c'est-à-dire dans l'établissement de son programme de travail, dans l'adoption de ses documents. Et ce qui sert cette indépendance, c'est aussi le fait, notamment, entre mille autres choses, que les membres sont complètement bénévoles, mais alors bénévoles de chez bénévoles. C'est beaucoup de temps qui est donné à ces œuvres collectives qui sont fournies dans le cadre du travail du Conseil national du numérique aujourd'hui et du SCIAN demain. Et donc, il y a toutes les garanties pour que le travail fourni soit le reflet de l'expression libre et indépendante de ses membres. Et vous travaillez ensemble? Il y a des connexions qui se font comme ça avec l'écosystème, la recherche et le conseil? Oui, alors, à Vivatech, donc forcément, on fait la rencontre des acteurs. Et nous, le rôle que l'on a, c'est de garder un œil très ouvert et de mettre en partage tous ces éléments d'information. Donc là, aujourd'hui, cette semaine, on lance la lettre d'information de CaféIA qui prend la succession de la lettre d'information qui existait jusque-là et qui s'appelait CNUM. Ouais. Et c'est l'endroit où, justement, on a à cœur de rapporter les initiatives qui existent dans la société. Donc nous, on garde toujours un œil très, très ouvert sur ce qui se fait. Vivatech, ça a été un moment important aussi pour QTAI? Oui, on était présents les 3 jours. On a fait les démos en live de Unmute, mais également de Hibiki, qui est notre modèle de traduction en temps réel sur téléphone portable. On a montré aussi Moshi avec des yeux, qui s'appelle Moshi Viz. On a rencontré des gens. On était sur le stand de notre partenaire de compute, qui est Scaleway. Non, c'était un moment fort et on a fait pas mal d'interventions et pas mal de rencontres. Bon, on va continuer à parler de Vivatech pour faire un petit retour en arrière dans notre séquence qui suit sur l'économie numérique. Merci encore à tous les deux, Patrick Pérez de QTAI et Jean Catan du Conseil national du numérique ou du Conseil IA et numérique. Merci. On termine cette édition avec David Lacomblette, le président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. On va revenir sur ce salon Vivatech, Vivatechnologie. Je voulais entendre un petit peu le bilan que vous pouviez en faire. Vivatech pour les intimes, effectivement, c'était la 9e édition déjà, avec un bilan chiffré communiqué par les organisateurs qui a vu 10% de plus de visiteurs pour grimper à 180 000. Ce sont 14 000 startups représentant plus de 30 secteurs. 3000 investisseurs, 450 intervenants, 171 nationalités représentées, n'en jetez plus. Vivatech s'impose comme un rendez-vous incontournable. Entre salons professionnels, c'est simple, vous rencontrez tout le monde, et aussi un petit côté foire de Paris, au sens où elle est belle mon innovation, regardez comme elle est belle, avec une intelligence artificielle sans trop de surprise, superstar, 40% des applications présentées concernaient l'IA. Alors, il y a eu aussi la conférence de Jensen Huang, le patron de NVIDIA, autre superstar quand même de cet événement, avec l'annonce
d'une alliance avec Mistral AI, notre français, dans une infrastructure IA qui est annoncée donc souveraine, puissante et qui devrait conduire notre champion à lever la somme record d'1 milliard d'euros. Alors effectivement, s'il fallait une annonce majeure, elle est là, au risque d'occulter un peu le reste. Je pense en particulier au dîner qui se tenait à l'Élysée, Choose France and Europe for Tech, qui se tenait au premier soir, avec rebelote, le fameux Jensen Huang, le patron de Nvidia, qui a volé un peu la vedette, notamment en comparant la manière dont on fabrique du vin et avec les logiciels, ce qui est une bonne manière de flatter ses hôtes, mais il restait assez peu de miettes pour le reste de la troupe. Beaucoup d'intervenants cette année de premier rang. Arthur Mensch, bien sûr, le patron de Mistral, Joe Etsé, celui d'Alibaba, Yann Lequin pour Meta, Sarah Friard pour OpenAI. Anthropic était également représenté par Mike Krieger et Thomas Wolf était là pour Hugging Face. Il y avait de la qualité et de la quantité. Bon, est-ce qu'il y a eu quand même un peu de place pour d'autres technologies, selon vous? Bien sûr. Alors, notamment les opérateurs de cloud français ont mis à profit le salon pour faire des annonces en matière d'offres souveraines. Alors, je vous rappelle leurs noms, c'est Skyway, OVH, Yonos et Nextcloud. Des offres souveraines, c'est quoi? C'est des offres européennes. Et ce qui est aussi une bonne manière de rassurer leurs clients qui peuvent craindre des ruptures de service, notamment avec les tensions actuelles avec les États-Unis. Ensuite, il y avait un côté un peu atelier de Mr. Q dans James Bond, avec ce qu'on peut retenir, les fameuses lunettes Ray-Ban et Meta, qui sont toujours plus efficientes et qui permettent de se guider à l'œil, de traduire de manière automatique et avec un véritable engouement. Ensuite, parmi des startups peut-être moins connues, Sensora montrait qu'il est possible de capter les émotions du cerveau avec un petit X et qu'il faut quand même se coller un patch sur la tête. Et j'ai retenu également une société qui s'appelle Ashiraze, qui développe des chaussures avec GPS intégré, parfaites pour les non-voyants, puisque vous y associez des capteurs et des petits systèmes de vibration qui vous remettent dans le chemin. Et à mon avis, ça devrait aussi pouvoir servir pour les voyants qui ont quand même le nez toujours collé sur leurs écrans dans les rues, au risque de nous insupporter parfois. Au risque de tomber, par exemple. Je dis ça pour moi. Les humanoïdes étaient un peu moins présents cette année, mais ne serait-ce qu'après la liquidation judiciaire d'Aldébaran, il y avait pas Néo dans toutes les travées comme là était coutume. Et puis, il faut bien voir que les investissements ont également baissé pour les humanoïdes. On peut parler quand même d'une édition très réussie. Oui, bien sûr. Vivatech 2025. Vivatech s'inscrit très clairement dans les grands rendez-vous de la tech internationale, entre le Consumer Electronic Show, le fameux CES de Las Vegas, le Web Summit de Lisbonne, c'est en novembre, et la conférence RISE de Hong Kong. Avec, fait notable, beaucoup plus de représentations internationales et d'étrangers, 120 pays, 50 pavillons nationaux, on est à plus 20%, beaucoup de représentations de l'Asie et, c'est un fait notable, du Moyen-Orient, même si le Canada était le pays invité avec 170 startups, et ce qui est une manière aussi de continuer à faire du business avec l'Amérique et pas uniquement avec les États-Unis. Merci beaucoup David Lacomblette de la Villa Numéris et merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, votre émission qui regarde l'innovation pas comme tout le monde. On se retrouve très vite. Excellente journée à tous.